Je suis rentrée chez moi pour trouver ma vie, sur le trottoir. Une note de mon fils confirmant mon expulsion de la maison dans laquelle j'avais mis tout mon cœur. Les mots cruels de ma belle-fille résonnaient. « Vous avez fait votre temps ici. » Mais en ramassant mon unique valise, je savais exactement qui appeler, et cet appel leur ferait comprendre qui était la vraie propriétaire de cette maison. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pendant que vous écoutez. Et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Maintenant, respirez et écoutez attentivement. Voici mon histoire. Le silence hurlait, avant même que je ne voie. Le moteur de ma vieille berline soupira, s'arrêtant le long du trottoir. Mais je n'entendis rien au-dessus du battement frénétique de mon propre cœur. Puis je les vis. Mes rosiers, ceux que j'avais chéris depuis le décès d'Armand, gisaient violemment piétinés. Des éclats de céramique de mélisse et lavande, d'ordinaire si éclatants, brillaient comme des dents cassées sous le soleil de fin d'après-midi, sur mon allée. Alors la véritable horreur se révéla. Au centre exact de ce qui était autrefois ma pelouse immaculée, s'élevait une montagne décharnée de ma vie. Vêtements, précieux albums photos, même la vieille canne à pêche d'Armand, le tout entassé négligemment, comme des déchets prêts à être jetés. Mes genoux fléchirent. J'agrippai la portière de la voiture, les phalanges blanches, un cri étouffé mourant dans ma poitrine. Non, ça ne peut pas arriver. Pas Marc, mais une certitude glaçante prenait déjà racine. Une note blanche et nette, collée sans ménagement à la porte d'entrée, confirma mes pires craintes. L'écriture assurée de Marc, si familière de ses essais d'enfance, portait à présent un coup brutal. « Maman, je suis désolée. Les parents de Séraphine emménagent avec nous. Il n'y a plus de place pour toi. J'espère que tu comprends. » Mon monde bascula violemment. De l'autre côté de la rue, Madame Dubois serrait ses gants de jardinage contre sa poitrine, les yeux écarquillés d'une pitié non dissimulée. Les enfants Martin, d'ordinaire un tourbillon de bruit, observaient depuis leur porche, étrangement silencieux. Leurs regards, aiguilles acérées de curiosité et de honte pure, me piquaient la peau. Je sentais le verdict silencieux du quartier, leurs questions pesant lourdement dans l'air humide. Mes pas étaient lourds alors que j'approchais de la porte, frappant une fois, un murmure contre le bois. Pas de réponse. Mon cœur battait comme un tambour frénétique, contre mes côtes. Je frappais plus fort, le son creux faisant écho au vide immense qui grandissait en moi. Finalement, la porte s'entr'ouvrit. Le visage de Marc, pâle et presque gêné, apparut à travers l'étroite fente. Il déplaça son poids comme un enfant coupable, évitant délibérément mon regard. « Maman, c'est mieux comme ça », murmura-t-il sa voix plate, totalement dépourvue de la chaleur dont je me souvenais. Derrière lui, Séraphine apparut, bras croisés, un rictus tordant ses lèvres. Elle me regarda, étrangère, comme si je n'étais qu'une vagabonde encombrante. « Vous avez fait votre temps ici », déclara-t-elle, ses mots perçants, coupant l'air ténu. « Nous avons besoin de place. Mes parents méritent le confort à leur âge. » Mes lèvres s'entr'ouvrirent. Mais ma gorge se sentit scellée, étranglée par une réalisation soudaine et dévastatrice. J'essayais, désespérément, de me rappeler la dernière fois où je leur avais demandé quoi que ce soit. Une faveur, un peu d'aide. Impossible. Chaque dimanche, je cuisinais. À chaque reniflement, je m'inquiétais. À chaque vacances scolaires, je renonçais à mes propres projets pour garder mon petit-fils. Jamais une plainte, jamais une exigence. Marc tendit alors la main, non pour me consoler, mais pour pousser la porte. Elle se referma avec un léger déclic, un son final, résonnant, qui vibra dans mon crâne, me scellant à l'extérieur. Je restai là,
sous la chaleur étouffante de juin, la sueur coulant le long de ma colonne vertébrale, mes mains tremblantes, agrippant toujours cette note comme une bouée de sauvetage futile. Une pensée martelait mon esprit, froide et brutale. Ils aimaient ma maison plus qu'ils ne m'avaient jamais aimée. Et en cet instant dévastateur, je savais, c'en était fini. Non pas vaincu, non pas brisé, mais profondément, irrévocablement fini. Être seul, vraiment coupé, me sembla soudain libérateur. Une évasion désespérée de l'érosion lente et agonisante de mon estime de soi. Je pris une profonde inspiration. Vacillante, retins les larmes qui menaçaient de couler et marchai vers le tas. Ma vieille valise cabossée était là. Je la ramassais. Un seul petit sac. C'était tout ce dont j'avais besoin maintenant. Alors que je me retournais et m'éloignais, chaque regard du quartier me semblait un coup physique. Pourtant, sous la douleur, un calme dangereux et froid commença à fleurir dans ma poitrine. C'était la vérité glaçante et irréfutable. Même quand on perd absolument tout, une force nouvelle et indomptée peut s'éveiller, prête à renaître de ses cendres. Avez-vous déjà ressenti ce calme dérangeant lorsque la trahison la plus profonde vous libère d'une vie dont vous ne saviez pas que vous étiez prisonnier? Le poids du monde se posa avec moi sur ce banc vert fissuré, au bord du parc des Berges. Ma vieille valise, désormais ma seule ancre tangible, s'enfonçait dans mon flanc. Les oiseaux chantaient au-dessus de ma tête, indifférents. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les feuilles, peignant des motifs tachetés sur le chemin de béton où des enfants couraient, leurs rires vifs et insouciants. Un vieil homme jetait des miettes de pain aux pigeons. Un jeune couple se disputait doucement à propos d'un café renversé. Le monde continuait de tourner, vibrant et indifférent, comme si rien n'avait déchiré ma vie. J'étais assise là, invisible, observant tout. Mes mains, encore maculées d'avoir récupéré mes albums photos salis et la canne à pêche d'Armand de cet horrible tas, tremblaient légèrement sur mes genoux. Ces mêmes mains, fortes et calleuses, avaient planté chaque hortensia dans ce même jardin, pétri le pain chaque dimanche matin, pour que Marc se réveille à l'odeur réconfortante de la maison. Je me souvenais de ces matins, le calme avant l'aube, quand je me glissais dans le jardin, avec une tasse de thé noir, la rosée mouillant mes pantoufles. J'entendais presque les petits pas de mon petit-fils, tapoter dans le couloir. Sa voix endormie appelant « Mamie, je peux t'aider à arroser les roses aujourd'hui ?» Une vive douleur me transperça. Il était le seul rayon de soleil épargné par l'ambition froide de Séraphine, intouché par le silence lâche de Marc. Je leur avais tout donné. J'avais renoncé à des week-ends entre amis parce que Séraphine avait besoin d'une pause. J'avais annulé des croisières de retraite parce que l'affaire de Marc était en difficulté. Et je pensais que mes économies pourraient le maintenir à flot. J'avais manqué des anniversaires, des réunions. Tout ça parce que quelqu'un avait besoin de moi pour rester et tout maintenir ensemble. Et pourtant, aujourd'hui, il ne m'avait même pas ouvert la porte. Je tirai un mouchoir froissé de ma poche, tamponnai la sueur sur mon front, faisant semblant que ce n'était que de la sueur. Une femme âgée passant par là me lança un regard de compassion, mais ne s'arrêta pas. Je ne la blâmais pas. Qui veut s'empêtrer dans l'humiliation publique de quelqu'un d'autre? Les heures s'estompèrent. Le soleil plongea derrière les arbres, peignant le ciel d'orange et de violet flamboyant, puis s'estompant dans le crépuscule tamisé. Mes pensées semblaient en fait de brouillard, flottant et se heurtant sans logique. Mais quelque part dans cette brume, une clarté glaçante commença à se dessiner. Je commençai à rejouer chaque conversation, chaque regard subtil, chaque mot soigneusement choisi de Séraphine. Je me souvenais de son ton faux et doucereux quand il y avait des invités, la façon dont elle m'appelait « maman ».
juste assez fort pour que les autres entendent. Mais à huis clos, c'était toujours « Tu ne devrais vraiment pas le laisser manger autant de sucreries » ou « Ton style de décoration est tellement démodé, nous devrions moderniser ». Les allusions, les menaces voilées, l'érosion insidieuse de mon sentiment d'appartenance, tout me revint en flot. « Mon Dieu, les impôts ici nous tuent », soupirait-elle, regardant ostensiblement la maison. Les petits commentaires sur la réduction des dépenses quand Marc perdait un client au travail. Les plaisanteries au dîner sur le confort. Que ce serait si ses parents emménageaient un jour. Je me souvins, avec un haut le cœur, comment elle m'avait regardé droit dans les yeux, son sourire étrangement large, et avait dit « Tu sais, quand cette maison sera enfin la nôtre, nous transformerons ton abri de jardin en spa pour invités. » À l'époque, j'avais forcé un rire, écartant cela comme Séraphine qui fanfaronnait. Maintenant, ce souvenir me semblait une lame, glissant, froide et précise, entre mes côtes. Et Marc, mon propre fils, celui qui courait vers moi après chaque genou écorché, qui s'endormait sur mes genoux, son souffle chaud contre mon cou. Il s'éloignait depuis des années, n'est-ce pas? Quand Séraphine était entrée dans sa vie, il avait commencé à venir me voir moins pour des conseils et plus pour de l'argent. Chaque « merci, maman » devenait plus vide, une formalité cochée sur une liste. Je pensais que j'aidais. Je pensais que je maintenais la famille unie. Mais assise là, rejoignant ces moments, je réalisais qu'il planifiait ce lent exil depuis longtemps. Il ne voulait qu'au plus de moi. Il voulait seule la maison. Ma maison. L'endroit où Armand et moi avions passé chaque anniversaire à faire des steaks sur la terrasse arrière, où mon petit-fils avait appris à faire du vélo, où j'avais planté mon premier rosier l'année où nous avions emménagé. Mes lèvres se tordirent en un sourire amer, sans joie. Quelle folle j'avais été, croyant que la loyauté familiale, cet amour inconditionnel était suffisant pour me protéger. Une douleur aiguë se répandit dans ma poitrine. Mais ce n'était plus du chagrin. C'était autre chose. Quelque chose de plus dur, plus tranchant. Une décision froide et inébranlable commença à se cristalliser dans la lumière déclinante. Un lampadaire s'alluma non loin, illuminant les fines lignes gravées sur mes mains. J'avais gagné chacune d'elles, chaque ride, chaque cicatrice. J'avais été la colonne vertébrale de cette famille pendant des décennies. J'avais été celle qui veillait à minuit quand Marc était malade. J'avais été celle qui ne partait jamais, quoi qu'il arrive. Et ça, c'était ma récompense. Je pliais soigneusement la petite photo froissée de mon petit-fils et la glissais dans mon sac à main. Plus d'illusions, plus d'excuses pour eux. Je me relevais lentement, sentant mes genoux protester. Mais cela m'était égal. Chaque pas que je faisais loin de ce banc me semblait plus léger que le précédent, imprégné d'un objectif nouveau, terrifiant. Je ne savais pas encore exactement ce que je ferais, mais je savais ceci, avec une certitude absolue. Il pensait avoir gagné. Il pensait s'être enfin débarrassé de moi. Il n'avait aucune idée que je ne faisais que commencer. Y a-t-il un moment où le désespoir silencieux se transforme en une détermination puissante et inarrêtable, et où tout ce que vous pensiez savoir de vous-même se brise pour révéler une nouvelle vérité féroce? L'air du petit café sentait le café brûlé et les vieux souvenirs. Un étrange confort dans sa décrépitude. Je trouvais une banquette d'angle, le vinyle usé frais contre ma peau. Mes mains, tremblant encore légèrement, s'enroulèrent autour d'une tasse de thé ébréchée que je n'avais pas encore touchée. Dehors, le monde pulsait selon un rythme que je ne comprenais plus. Des gens passaient en hâte, chacun portant ses propres fardeaux invisibles, vivant leur petite vie séparée. Je les observais. Un fantôme en pleine vue. « Marthe, c'est vraiment toi ?» Une voix,
familière et bienveillante, perça le brouhaha. Je me tournai lentement, et elle était là. Jeanne, mon ancienne amie du comité de quartier. Elle tenait un sac en papier, parfumé à la cannelle, ses yeux écarquillés par le choc et autre chose. Cette lueur de pitié indubitable. « Oh mon Dieu, ça va ?» demanda-t-elle, glissant sur la banquette sans attendre d'invitation. Cette petite gentillesse, ce seul contact chaleureux sur ma main, fut presque suffisant pour briser le calme soigneusement construit en moi. Je le repoussai, une digue tenant bon contre un torrent. « Est-on mis à la porte, n'est-ce pas ?» Sa voix tomba en un murmure feutré. Un sombre secret partagé entre nous. Je la fixais, sidérée. Jeanne se pencha, baissant encore plus la voix. Je n'allais rien dire, mais... J'ai entendu ta belle-fille au marché des producteurs. Il y a quelques semaines, elle disait à quelqu'un qu'il prévoyait de vendre la maison une fois que tu serais hors du chemin. Mon estomac se tordit. Un nœud aigre et lourd se forma dans ma poitrine. Je pensais qu'elle plaisantait, continua Jeanne, son visage un mélange de colère et de tristesse. Je veux dire, qui fait ça à sa propre famille ? Mais elle en parlait avec tellement de désinvolture, comme si elle avait déjà décidé de ton avenir pour toi. Mes doigts se resserrèrent autour de la tasse, jusqu'à ce que mes phalanges blanchissent. Jeanne me serra la main de nouveau. Elle disait qu'ils allaient utiliser l'argent pour rembourser les dettes de ses parents et enfin vivre confortablement. Elle s'est même vantée de la facilité avec laquelle ce serait, puisque tu étais si naïve. Je lâchai un long souffle tremblant. Le monde s'inclina légèrement, comme si le sol sous moi n'était plus solide. Ils aimaient mon argent plus que moi, murmurai-je, les mots ayant un goût d'acide sur ma langue. Pendant un instant, je revis le visage de Marc enfant, joues potelées, yeux brillants, serrant ma main fort chaque fois qu'il avait peur. Je le revis debout, fier, à sa remise de diplôme, me serrant si fort que je crus que mes côtes allaient se briser. Où était passé ce garçon ? J'ai pressé ma main contre mon cœur, tentant d'apaiser la tempête en moi. Toute ma vie, j'avais cru que l'amour était synonyme de sacrifice, que si je donnais assez, il comprendrait ma valeur. Mais assise là, j'ai réalisé que l'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. C'est une transaction. Jeanne me regarda, les larmes montant à ses propres yeux. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» Sa question resta suspendue dans l'air, chargée d'une sympathie muette. J'ai levé le menton lentement, ma voix calme et assurée, comme si elle venait d'un puits profond en moi que j'avais longtemps oublié. « Je vais reprendre ma vie en main, » dis-je. Jeanne hocha la tête, un geste lent et entendu, s'essuyant les yeux. « Bien, il était temps. » Je me levai, lissant les plis de ma jupe, sentant une étrange force éclore en moi. Je suis sortie du café, l'odeur du café rassis collant à mes vêtements. La longue marche jusqu'au centre-ville passa devant des boutiques déjà sombres pour la nuit. Mes pieds me faisaient mal, mes épaules brûlaient d'avoir porté la valise, mais chaque pas semblait déterminé, comme si je m'enfonçais plus profondément dans une partie cachée de moi-même que j'avais longtemps ignorée. Lorsque j'atteignis enfin le quartier des Arts, je m'arrêtai devant un immeuble en briques rouges, niché entre une galerie et un petit fleuriste. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait simplement « Studio 7 ». Des années auparavant, avant de tout abandonner pour ma famille, j'avais travaillé à temps partiel comme assistante artistique dans un centre communautaire. La directrice, une femme aimable nommée Éléonore, avait toujours admiré mon dévouement, à tel point qu'elle m'avait aidé à obtenir un petit studio dans le cadre d'un programme de logement pour le personnel. Je l'avais gardé, payais le loyer minimum chaque année, le conservant comme ma discrète échappatoire. J'avais presque oublié que j'en avais les clés jusqu'à cette nuit-là, lorsque mes doigts les trouvèrent, nichés au fond de mon sac à main.
J'ai déverrouillé la porte, le clic résonnant dans le silence. Et je suis entrée. Ça sentait la vieille peinture et les fleurs séchées. Les fenêtres étaient poussiéreuses, le mobilier éparse. Juste un petit lit, une kitchenette, un fauteuil usé. Mais ça ressemblait à un sanctuaire. J'ai posé ma valise et me suis dirigée vers l'étroite fenêtre, observant l'allée en contrebas. Pour la première fois ce jour-là, j'ai expiré sans sentir que mes poumons étaient pleins d'éclats de verre. J'ai enlevé mes chaussures, étirant mes pieds fatigués sur le sol frais. Dans la faible lumière, je me suis autorisée à imaginer. Pas de voix hurlante, pas d'exigence, pas de contorsion pour préserver l'ego fragile de quelqu'un d'autre. J'ai fermé les yeux et me suis souvenue de la voix d'Armand, un murmure discret du passé. Le silence ne signifie pas la faiblesse, Marthe. Souviens-toi de ça. Et c'est là que le plan a commencé à prendre forme. Pas une vengeance déchaînée, pas une confrontation dramatique devant les voisins. Non, quelque chose de plus discret, de plus intelligent. Je les laisserai penser qu'ils avaient à gagner. Je les laisserai croire que j'étais vaincue et insignifiante. Pendant ce temps, je rassemblerai tout. Mes vieilles déclarations fiscales, les titres de propriété, les certificats de mariage. Chaque morceau de papier prouvant que la maison était toujours légalement mienne. J'ai sorti mon téléphone et ai fait défiler jusqu'à un vieux contact. Richard, le meilleur ami d'Armand, maintenant avocat à la retraite. Je ne l'avais pas appelé depuis des années. Mon doigt plana sur le bouton d'appel, ma poitrine serrée. Puis, j'ai appuyé. Sa voix ensommeillée répondit après la deuxième sonnerie. « Marthe, tout va bien ?» Un petit sourire calme se dessina sur mon visage. « Richard ?» dis-je doucement, ma voix stable pour la première fois de la journée. « Je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Pouvez-vous me rencontrer demain ?» Il ne posa pas de questions. « D'accord, » dit-il. Mon estomac se serra, non par peur, mais avec la montée d'adrénaline, terrifiante et exaltante, de s'engager sur un chemin sans retour. Quand on touche le fond, découvre-t-on que son passé offre soudain des clés, cachées, vers un avenir qu'on n'aurait jamais imaginé possible. La vieille bouilloire siffla, une petite chanson défiante dans le studio silencieux. Je me levai de la petite table, mes articulations raides protestant. Mais cela m'était égal. Chaque mouvement me semblait délibéré, déterminé. J'ai posé mes mains sur le plan de travail ébréché, fixant les carreaux usés, écoutant l'eau commencer à bouillir. La voix d'Armand résonna dans mon esprit, aussi claire que s'il se tenait à mes côtés. Ne cède pas ce qui t'appartient, pas même à ta famille. L'amour sans respect n'est pas de l'amour du tout. À l'époque, j'avais pensé qu'il dramatisait. Je croyais sincèrement que Marc ne me trahirait jamais, que les liens familiaux étaient ses plus forts que l'avidité. Mais à mesure que la vapeur montait, je compris chaque mot. J'ai repensé au jour où Armand m'avait convaincu de mettre une partie de l'acte de propriété de la maison au nom de Marc, pour des avantages fiscaux et pas moins pour assurer son avenir. Je me suis souvenu de l'insistance douce, des promesses qui avaient semblé être des ancres et qui me semblaient maintenant des cordes qu'ils avaient tenté d'enrouler autour de mon cou. J'ai versé mon thé, la chaleur un poids réconfortant dans mes mains, et j'ai sorti un carnet abîmé que j'avais sauvé. Ses pages étaient jaunies, l'encre pâlie, mais à l'intérieur se trouvaient les notes méticuleuses d'Armand, dépenses de propriété, petits registres d'entretien, même d'anciens contacts d'avocats. Je passais mes doigts sur son écriture. Chaque ligne me semblait une discrète réassurance. Tu n'es pas seule, tu n'es pas impuissante. Je savais que les affronter ne serait pas facile. Il s'était bien convaincu que j'étais faible, que je me soumettrais plutôt que de me battre. Mais il ne savait pas ce que j'avais sacrifié.
pour garder cette maison, les emplois que j'avais refusés, les amitiés que j'avais laissées s'éteindre, les nuits où je restais éveillée à m'inquiéter de la façon de couvrir l'hypothèque quand Armand était tombé malade. Il ne savait pas que cette maison n'était pas seulement du bois et des briques, c'était l'œuvre de toute ma vie. Une détermination calme et constante s'installa en moi, alors que je feuilletais les pages, soulignant noms et numéros. Mes doigts ne tremblaient plus. Je suis arrivée au café du centre-ville tôt le lendemain matin. Mon vieux manteau marron boutonné serré, malgré la douceur de l'air. C'était un petit endroit, niché derrière une librairie. Le genre que l'on ne remarquerait pas à moins de savoir où chercher. À l'intérieur, l'odeur des grains de café torréfiés m'enveloppait comme une couverture. J'ai choisi une table près de la fenêtre, commandant un thé au jasmin. Richard est entré quelques minutes plus tard, portant son vieux porte-documents en cuir. Il avait l'air plus âgé, un peu plus voûté, mais ses yeux étaient toujours aussi vifs. Il m'a repéré et un doux sourire a ridé son visage. « Marthe !» dit-il en s'installant sur la chaise en face de moi. « Tu as l'air différente, plus forte. » J'ai laissé échapper un petit rire surpris. « Peut-être bien. » Ai-je répondu, les mots sonnant remarquablement justes. Nous sommes restés assis en silence quelques minutes. Un calme confortable qui parlait de décennies d'histoires partagées. Lorsque la serveuse apporta mon thé et son café, je pris une profonde inspiration et sortis ma pile de documents. Il écouta patiemment, tandis que j'expliquais tout. Comment il m'avait jeté dehors, la note sur la porte, les piles de souvenirs de ma vie sur la pelouse. Son expression passa de la surprise à une fureur contenue. « Il pensait que vous ne riposteriez pas », murmura-t-il, tapotant un des titres de propriété du doigt. « Mais ces documents, le titre principal est toujours à votre nom. Ils ne peuvent rien vendre sans votre signature. » Une chaleur s'épanouit dans ma poitrine. Pas un soulagement exact, mais une première étincelle indéniable de véritable pouvoir. Nous déposerons une injonction immédiate pour bloquer toute tentative de transfert, continua Richard, sa voix basse et assurée. Après cela, nous pourrons clarifier votre pleine propriété et leur signifier une mise en demeure. Vous reprendrez le contrôle. J'ai hoché la tête lentement, absorbant chaque mot. Puis il se pencha, les yeux plissés. « Mais Marthe, vous devez être prête. Ils vont vous attaquer plus fort quand ils réaliseront que vous ne disparaissez pas en silence. » J'ai dégluti, sentant le poids immense de son avertissement. Mais au lieu de la peur, une froide et inébranlable résolution s'installa en moi. « Qu'ils viennent !» dis-je. Ils m'ont déjà pris tout ce qu'ils pouvaient. Il ne leur reste plus rien à briser. Nous avons parcouru chaque page, marquant les détails importants. Alors qu'ils griffonnaient des notes, j'aperçus mon reflet dans la fenêtre. Je reconnaissais à peine la femme qui me regardait. Les rides sur mon visage et les mèches grises dans mes cheveux étaient toujours là, mais derrière mes yeux, quelque chose de nouveau s'était allumé. Quelque chose d'inébranlable. J'ai pensé à la vie qu'ils avaient tenté de me prendre, les soirées à m'occuper de mes roses, l'odeur du pain frais flottant dans les couloirs, les échos de rire qui emplissaient autrefois ces pièces. Ils ne le méritaient pas. Après que nous eûmes finalisé le plan de paperasse, Richard me tapota doucement la main. « Vous faites ce qu'il faut, Marthe, » dit-il. Il est temps qu'ils apprennent que vous n'êtes pas la femme qu'ils imaginaient. Je lui serrai la main, me sentant plus forte que je ne l'avais été depuis des années. Alors que je sortais du café sous le soleil éclatant du matin, une soudaine poussée d'énergie me traversa. Je ne survivais plus. Je me battais. Que faites-vous quand le calme avant la tempête est en vous, alimentant une résolution plus froide et plus acérée que n'importe quelle vengeance? Mon studio me semblait une forteresse tranquille,
tandis que je pliais les documents en une pile nette cette nuit-là. La ville bourdonnait dehors, une symphonie étouffée. Un contraste saisissant avec le silence que j'avais enfin retrouvé. Puis, mon téléphone vibra. Le nom de Marc s'afficha à l'écran. Pendant un instant, mon pouce plana sur le bouton de réponse. Une attraction familière de l'habitude et une étrange nouvelle résistance. Une partie de moi voulait le laisser sonner, pour protéger la paix que j'avais trouvée. Mais j'ai répondu. « Maman !» dit-il aussitôt, sa voix tendue, comme s'il forçait l'inquiétude. « Où es-tu ? Nous nous sommes inquiétés. » J'ai presque ri. « Inquiet ?» Après m'avoir jeté sur la pelouse comme une chaise cassée, il osait jouer le fils inquiet. « Je vais bien, » dis-je, mon ton plat, ne lui donnant rien à quoi se raccrocher. Il y eut un battement de silence à l'autre bout. Je l'imaginais arpentant la pièce, passant une main dans ses cheveux, exactement comme il le faisait quand il était pris en flagrant délit de mensonge. « Écoute, » continua-t-il, une urgence dans la voix, « je crois que nous nous sommes tous un peu emportés. Nous ne voulions pas que les choses dégénèrent ainsi. Peut-on se rencontrer ? Juste pour parler. » Un goût amer me monta à la bouche, mais j'ai accepté. Je voulais voir ses yeux, quand il réaliserait ce qu'il avait vraiment perdu. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café du centre-ville. Le même où Jeanne m'avait révélé la vérité glaçante. Je suis arrivée en avance, prenant une banquette près de la fenêtre. Le serveur posa une tasse de thé, et je regardais la vapeur s'enrouler, pensant à tous les repas que j'avais préparés pour lui, aux petites mains que j'avais tenues, quand il pleurait enfant. Quand il est finalement entré, il semblait plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Séraphine était juste derrière lui, le visage vif et alerte, ses yeux balayant la pièce. Ils glissèrent sur la banquette en face de moi comme deux acteurs, entrant en scène. « Maman !» commença Marc, tendant la main par-dessus la table vers la mienne. Je la retirai, la pliant calmement sur mes genoux. Ses yeux vacillèrent. « Nous voulions nous excuser, » dit-il rapidement, précipitant les mots. C'était un malentendu, vraiment. Nous pensions juste que ce serait plus facile si nous... Et plus facile pour qui ? Ai-je coupé un, ma voix calme, mais tranchant net son discours répété. Il déglutit, jetant un coup d'œil nerveux à Séraphine. Elle prit la relève immédiatement. Un geste rodé. « Nous sommes très stressés, vous savez ?» dit-elle, sa voix doucereuse et mince. Mes parents n'ont nulle part où aller. Ses yeux, cependant, étaient froids, calculateurs. Et nous pensions, eh bien, puisque vous êtes si indépendante, peut-être ne verriez-vous pas d'inconvénient à rester ailleurs un certain temps. Je l'observais attentivement, ses mots soigneusement choisis, glissant autour de la vérité comme de l'huile sur l'eau. Elle fouilla dans son sac à main coûteux et en sortit une épaisse enveloppe. « Ce sont des papiers finaux de transfert de propriété, » dit-elle doucement, les faisant glisser sur la table. Nous pensions que si vous les signiez maintenant, cela réglerait tout, et nous pourrions tous aller de l'avant en tant que famille. Je regardais l'enveloppe un long moment, le papier blanc immaculé se moquant du chaos qu'ils avaient créé. Mes mains me démangeaient de la déchirer. Au lieu de cela, j'ai souri faiblement, la repoussant doucement vers elle. « J'y réfléchirai, » dis-je, ma voix restant égale. Séraphine força un rire, bien que ses yeux se durcissent entre les bords. « Bien sûr, nous savions que vous seriez raisonnable. » Marc me regarda enfin, vraiment. Pendant une brève seconde, je vis un éclair de quelque chose dans ses yeux, de la culpabilité peut-être, ou juste la réalisation choquante qu'il ne connaissait plus la femme assise en face de lui. J'ai fini mon thé lentement, savourant chaque gorgée. Puis je me suis levée avant qu'il ne puisse en dire plus. En sortant, j'entendis Séraphine siffler. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « j'y réfléchirai » ? Elle est censée signer aujourd'hui.
J'ai poussé la porte du café et suis sortie dans l'air frais du soir, sentant une discrète poussée de triomphe monter en moi. Qu'il se débrouille, qu'il se torde, il pensait pouvoir acheter mon silence avec une dernière signature. Mais je n'étais plus à vendre. De retour à mon studio, j'ai posé les documents non signés sur la table comme une pile de nourriture pourrissante. Un calme profond et stable s'installa en moi. J'avais l'impression d'être sortie d'un brouillard. Je suis entrée dans la cuisine, faisant bouillir de l'eau pour le thé, la petite bouilloire sifflant stridemment. J'ai pris une vieille boîte de feuilles de jasmin, les laissant infuser, inhalant le doux parfum floral. En attendant, j'ai sorti un album photo usé que j'avais sauvé de la pelouse. J'ai feuilleté chaque page. Armand, tenant un panier de tomates fraîches, mon petit-fils, tenant un cierge magique, les yeux écarquillés de joie. Ma main plana sur leur visage. Et pour la première fois depuis ce jour affreux, je ne ressentais pas de douleur. Je me sentais ancrée. J'ai compris alors que je n'avais pas seulement perdu une maison. J'avais perdu l'illusion de la famille. Il m'avait appris, finalement et brutalement, que l'amour sans respect n'est rien d'autre qu'une cage. J'ai bu mon thé, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. Puis j'ai pris mon téléphone et composé le numéro de Richard. Ma voix ne trembla pas. « Richard », dis-je, stable comme un roc. « J'aimerais revoir les papiers demain. Je suis prête à mettre la maison en vente, à mes conditions. » Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne avant qu'il ne réponde. Sa voix empreinte d'une admiration prudente. « Vous êtes sûr ?»« Oui », répondis-je fermement. J'ai passé ma vie à colmater les brèches pour des gens qui ne m'ont jamais remercié. Ceci m'appartient. Il est temps que je décide comment l'histoire se termine. Je raccrochais et posais le téléphone avec soin, presque avec révérence. Puis je retournai à la table, pris une paire de ciseaux et tranchai net les documents de transfert non signés. Chaque coup de ciseau était comme couper un lien invisible. Quand j'eus fini, je balayai les morceaux à la poubelle, essuyai mes mains sur un torchon et me rassis dans cette petite cuisine tranquille, entourée de carreaux fissurés et de stores poussiéreux. Je me sentis plus puissante que je ne l'avais jamais été dans cette grande maison pleine de parquets lustrés et de sourires de façade. Qu'arrive-t-il lorsque la résolution silencieuse que l'on a nourrie en secret trouve enfin sa voix et qu'un morceau de papier devient une arme dans une guerre que l'on n'a pas déclenchée, mais que l'on achèvera certainement? La lumière matinale me parut différente, plus vive, alors que je me levais avant la ville. J'ai rassemblé mon sac à main et le vieux dossier usé contenant mes documents de propriété, puis me suis mise en route pour le bureau de Richard, au centre-ville. Les rues étaient calmes. Seuls les premiers navetteurs s'éveillaient. Il me salua d'un sourire fatigué, mais sincère, me faisant entrer dans son bureau avant que la ville ne soit complètement éveillée. Nous avons étalé les papiers sur son grand bureau en chêne, le silence dans la pièce lourd d'une détermination tacite. « Nous agirons vite », dit-il, tapotant le coin du dossier. « J'ai un ami agent immobilier de confiance qui peut la mettre en vente discrètement. Ils ne sauront rien avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai hoché la tête, sentant chaque mot s'ancrer profondément en moi. Il commença à passer des appels tout de suite, sa voix basse et assurée. Pendant qu'il parlait, je m'assis dans le fauteuil en cuir près de la fenêtre, regardant les premiers navetteurs du matin inonder les rues en contrebas. Pendant tant d'années, j'avais pensé à ces foules affairées comme à quelque chose de distinct de moi, quelque chose dont j'étais trop vieille, trop invisible pour faire partie. Mais aujourd'hui, je me sentais plus vivante que tous. Quand Richard raccrocha enfin, il me regarda par-dessus ses lunettes. « C'est fait », dit-il doucement, un soupçon de respect dans sa voix. « La maison est officiellement mise en vente. Nous l'avons gardée sous une annonce privée pour l'instant,
afin d'éviter de les alerter. Mais les offres arriveront vite. Cette maison a une valeur qui dépasse leur imagination superficielle. J'ai expiré, mes épaules s'abaissant pour la première fois depuis des jours. La tension que je n'avais pas réalisée se relâchant enfin. « Merci », dis-je, ma voix nouée, lourde d'une gratitude qui dépassait les mots. Il secoua la tête, ses yeux bienveillants mais sérieux. « Ne me remerciez pas encore. Nous devons encore aller jusqu'au bout. Mais Marthe, je suis fière de vous. » Je serrai les lèvres, sentant une chaleur monter à mes joues, un rougissement de victoire discrète. Après que la paperasse fut réglée, je m'arrêtais dans une petite mercerie en rentrant chez moi. Je n'avais pas touché à mes fournitures de couture depuis des années, mais quelque chose en moi aspirait au travail régulier et concentré que cela représentait. De retour au studio, j'ai sorti une vieille courte pointe en patchwork que j'avais commencée il y a des décennies. Je l'ai dépliée sur la table et passé mes doigts sur les carrés délavés et ai commencé à coudre. L'aiguille allait et venait, chaque point calme et décisif, reflétant les mouvements que je faisais maintenant dans ma vie. En fin d'après-midi, mon petit espace retrouva sa vitalité. Des fils s'éparpillaient sur la table. Une musique douce s'échappait d'une vieille radio poussiéreuse. Et un léger parfum de jasmin flottait de ma tasse de thé. Je savais qu'ils apprendraient bientôt ce que j'avais fait. Je savais qu'ils seraient furieux, bruyants, pathétiques dans leur panique. Mais dans cette pièce, entourée de tissus et de thé et de mon souffle régulier, je me sentais intouchable. Être seule n'est pas une punition, pensais-je. C'est un cadeau qu'ils m'ont fait en me montrant qui ils sont vraiment. J'ai terminé un autre carré, le levé à la lumière déclinante, et permis à un petit sourire sincère d'éclore sur mon visage. Ils étaient toujours dans ma maison, inconscients, vivant dans un confort qu'ils n'avaient pas mérité. Mais le temps était compté, et bientôt, leur monde s'effondrerait. Avez-vous déjà ressenti la satisfaction tranquille et puissante de savoir que vos ennemis sont totalement inconscients de la tempête silencieuse que vous préparez? La semaine suivante s'écoula avec une lenteur délibérée. Chaque jour un point dans ma nouvelle vie. Pour la première fois depuis des années, je ne me précipitais plus pour répondre aux besoins des autres. Chaque matin, je me levais avant le soleil, m'enveloppais dans ma vieille robe de chambre et préparais une théière. Puis je m'assis près de la fenêtre, ma courte pointe grandissante sur mes genoux, laissant mes mains bouger à un rythme régulier, tandis que mon esprit vagabondait. J'avais l'impression de recoudre des morceaux de moi-même, réparant ce qui avait tant déchiré, le rendant plus fort. Quelques jours plus tard, je suis entrée à nouveau dans le bureau de Richard, cette fois les épaules en arrière et le menton plus haut qu'il ne l'avait attiré depuis des années. Il se leva à mon entrée, un sourire surpris se dessinant sur son visage. « Marthe », dit-il, scrutant mon visage comme s'il me reconnaissait à peine. « Vous avez l'air plus légère. » J'ai souri doucement, posant mon sac sur la chaise à côté de moi. « C'est parce que j'ai enfin déposé le fardeau », dis-je. Il hocha la tête, un geste entendu, et me fit signe de m'asseoir. Nous avons étalé la dernière série de papiers sur son large bureau en bois. « Ceux-ci, dit-il tapant le dossier avec un stylo, sont les documents de vente finaux. Une fois signés, la maison sera officiellement vendue. L'argent vous sera directement transféré. » J'ai regardé les papiers un long moment, passant mes doigts sur les bords nets. Pendant une brève seconde, une image me traversa l'esprit. Mon petit-fils courant pieds nus sur les carreaux de la cuisine, Armand fredonnant en coupant les légumes, Marc riant dans le jardin quand il était enfant. Mais aussi vite que la chaleur était venue, elle fut remplacée par la piqûre de cette note sur la porte. « Ne faites pas de scandale. » J'ai inspiré profondément et saisi le stylo. Ma signature fut fluide, ma main ferme,
inébranlable. Quand j'eus fini, je posai le stylo avec soin. Une étrange poussée d'énergie me traversa, comme si je venais de me jeter d'une falaise et réalisais que je pouvais voler. Richard me regarda avec un respect silencieux. « C'est officiel !» dit-il. « La maison n'est plus à eux, ni à toucher, ni à revendiquer. Vous l'avez fait, Marthe. » J'ai hoché la tête lentement, un petit sourire vacillant au coin de ma bouche. « Je ne l'ai pas fait que pour moi, » dis-je, ma voix basse, ferme. Je l'ai fait pour chaque femme à qui on a dit de se taire, de se sacrifier, de disparaître. Les yeux de Richard s'adoucirent, et il posa sa main sur la mienne. « Vous êtes libre maintenant, » dit-il. Ces mots résonnèrent dans mon esprit comme des cloches d'église. Une semaine après avoir signé les derniers papiers, on frappa à leur porte. C'était un après-midi pluvieux, le genre de bruine froide et persistante qui s'infiltre dans les os, faisant même les plus courageux se précipiter à l'intérieur. Mais Marc et Séraphine n'avaient nulle part où se cacher. Un huissier de justice se tenait sur le perron, flanqué de 2 policiers en uniforme. Dans sa main gantée, il tenait l'avis d'expulsion officiel. Marc ouvrit la porte le premier. Du trottoir, où je me tenais partiellement dissimulée par un grand chêne, je pus voir son visage pâlir instantanément. Sa bouche s'ouvrait et se fermait comme un poisson cherchant l'air. Séraphine apparut derrière lui un instant plus tard, le visage déformé par la confusion et l'incrédulité, essayant encore de saisir la réalité qui se déroulait sous ses yeux. « Monsieur et Madame Legrand ?» demanda calmement l'huissier, comme s'il ne faisait que confirmer une réservation de dîner. Tous deux hochèrent la tête, hébétés, incapables de parler. L'huissier déplia l'avis, le papier craquant froissant sous la pluie, et commença à lire d'une voix claire et assurée. « Cette résidence a été légalement vendue. Il vous est par la présente demandé de quitter les lieux dans un délai de 30 jours. Le non-respect de cette injonction entraînera une expulsion forcée par décision de justice. » Séraphine laissa échapper un bruit étranglé, à moitié cri, à moitié étouffement. Elle s'agrippa à l'encadrement de la porte, comme si cela pouvait la soutenir. Derrière eux, par la porte ouverte, je pouvais voir le salon. Mon salon. Les mêmes murs où j'avais autrefois accroché le vieux chapeau de pêche d'Armand. La cheminée où j'avais appris à mon petit-fils à griller des guimauves les soirs d'hiver. Je ne ressentais aucune tristesse, seulement une certitude tranquille et résolue. Des voisins commencèrent à se rassembler sous des parapluies, chuchotant, certains filmant avec leur téléphone. Je vis Madame Dubois de l'autre côté de la rue, ses yeux grands comme des soucoupes, observant la scène. Marc retrouva enfin sa voix. « Ça doit être une erreur », bafouilla-t-il, s'avançant, le désespoir s'immisçant dans son ton. « Ma mère ne ferait jamais... » L'huissier lui tendit calmement une épaisse enveloppe. « Tous les documents légaux sont inclus ici. Transfert de propriété, confirmation de vente, autorisation d'expulsion. Vous pouvez les consulter avec votre avocat si vous le souhaitez. » Les mains de Marc tremblaient si violemment que les papiers faillirent tomber dans une flaque à ses pieds. Je regardais du coin de la rue, mon parapet posé légèrement sur mon épaule. La pluie coulait sur mon visage, se mêlant à une seule larme que je ne pris pas la peine d'essuyer. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que cela ressemblait au nettoyage final, la dernière goutte lavant des décennies de sacrifices qui s'étaient transformées en chaînes. Séraphine s'effondra sur le pas de la porte, sanglotant ouvertement maintenant, le visage enfoui dans ses mains. Marc se tenait au-dessus d'elle, stupéfait, silencieux, agrippant les papiers comme une bouée de sauvetage qui lui échappait déjà des doigts. L'huissier se retourna, épingla l'avis officiel à la porte d'entrée et fit un signe de tête aux policiers. Ils restèrent vigilants mais silencieux, appliquant la loi que j'avais mise en mouvement. Je restai un instant de plus,
respirant l'air humide et lourd. Puis je me retournais et m'éloignais, mais pas assurée, ma colonne vertébrale plus droite qu'elle ne l'avait sautée depuis des années. Il pensait m'avoir enterrée sous la honte et la culpabilité. Mais je n'étais pas enterrée. J'avais été plantée. Et maintenant, je savais enfin m'épanouir pleinement. Lorsque la justice arrive, inattendue et irréfutable, apporte-t-elle toujours une pluie calme et purificatrice, lavant non seulement le passé, mais la personne même que vous étiez? La ville fredonnait une mélodie différente pour moi maintenant. Une symphonie de possibilités. Je ne suis pas rentrée directement après le café. Au lieu de cela, j'ai marché, laissant le soleil vif du matin réchauffer mon visage, tandis que je passais devant des librairies aux parfums invitants, des étals de fleurs débordant de couleurs, et des coins de rue, animés par la danse pressée des étrangers. Mes pas me semblaient légers, comme si je glissais juste au-dessus du trottoir, me délestant d'années de fardeau à chaque enjambée. Enfin, j'atteignis le bureau de Richard. Il leva les yeux, surpris, quand j'entrai. « Marthe !» dit-il se levant rapidement, le front plissé d'inquiétude. « Tout va bien ? Je ne vous attendais pas si tôt après le... » J'ai hoché la tête, fermant la porte derrière moi d'un léger clic qui résonna de finalité. « Je veux faire un dernier changement. » dis-je, ma voix assurée, mais teintée de quelque chose de féroce et définitif. Le son de ma propre conviction si nouveau était presque saisissant. Je m'assis en face de lui, le cuir usé du fauteuil grinçant doucement. De mon sac à main, je sortis l'épais dossier contenant tous mes documents financiers. Ceux que Richard m'avait aidé à rassembler, ceux qui traçaient chaque sou qu'Armand et moi avions économisé, chaque investissement que nous avions soigneusement cultivé pendant des décennies. Je le posais sur son bureau. Je veux rediriger tout l'héritage restant et les produits de la vente de la maison, dis-je, cherchant une lueur de compréhension dans ses yeux. Mettre en place un fonds de dotation pour des programmes de soutien aux personnes âgées, des refuges pour femmes en crise, quelque chose qui aidera vraiment les gens qui en ont besoin. Pas des gens qui me voient comme un portefeuille sur pattes. Richard me regarda, stupéfait. Sa mâchoire d'ordinaire si ferme se relâcha. Puis, lentement, un sourire fier, presque paternel, se répandit sur son visage, chassant l'inquiétude de ses yeux. Il se pencha en avant, posant ses avant-bras sur le bureau. « Vous êtes sûre, Marthe ?» demanda-t-il doucement, sa voix à peine un murmure. Je rencontrai son regard, le mien inébranlable. « Je les ai vraiment regardés aujourd'hui, Richard, » dis-je, les mots calmes, lourds d'une vérité inexprimée. Ils n'aimaient que mon argent. Maintenant, ils n'auront ni l'un ni l'autre. Richard hocha la tête, son expression se transformant en une détermination résolue. Il commença immédiatement à rédiger les documents, sa plume crépitant avec un rythme régulier sur les feuilles de papier juridique. Nous avons passé l'heure suivante à examiner chaque détail, chaque clause, nous assurant que tout était blindé. Chaque fois que je signais une page, je sentais un poids s'envoler de mon cœur. Une légèreté se propageait dans ma poitrine. Lorsque la dernière signature fut apposée, Richard expira lentement, comme s'il avait retenu son souffle tout ce temps. « C'est fait !» dit-il, sa voix empreinte d'un triomphe discret. « Ils recevront un avis formel ce soir. Il n'y a pas de contestation possible. Pas de faille. C'est absolument irrévocable. » Je me levai, rassemblant mon sac à main, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des décennies. « Merci, Richard, » dis-je, ma voix tremblante alors. La première fissure dans ma carapace. Mais ce n'était pas de la faiblesse. C'était un soulagement, pur et profond. Il hocha la tête, les yeux brillants. « Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, Marthe. » Je quittais le bureau alors que le ciel se teignait d'or, strié des premiers reflets du coucher de soleil. Cette nuit-là,
J'imaginais qu'ils reçurent la vie. Un coursier, sans sourire et efficace, leur remettrait l'enveloppe en main propre dans leur chambre de motel temporaire. À l'intérieur, ils trouveraient une lettre officielle déclarant que chaque centime qu'ils s'attendaient à hériter, chaque euro de la maison qu'ils convoitaient, avait été redirigé. Pas de filet de sécurité, pas d'atterrissage en douceur. Juste l'écho de leur propre choix, enfin revenu à eux. Je les imaginais déchirer les pages, les yeux écarquillés, leur voix montant en panique alors que la vérité pleine et horrible se révélait. J'imaginais Marc jetant les papiers à travers la pièce, sa femme s'effondrant au sol, sanglotant dans ses manches griffées, leur rêve de confort et de facilité se dissolvant comme de la fumée. Les appels commencèrent cette même nuit. Je regardais mon téléphone s'illuminer encore et encore sur le petit comptoir de la cuisine, affichant chaque fois son nom. Je n'ai pas répondu. Puis vinrent les messages, désespérés, suppliants. « Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. On a fait des erreurs, mais on est ta famille. » Je posais le téléphone et continuais de plier la courte pointe en patchwork sur laquelle je travaillais, lissant soigneusement les coins. Chaque point, un témoignage de ma paix retrouvée. Au matin, ils étaient à ma porte. J'entendis les coups frénétiques résonner dans le couloir, les cris étouffés à travers les minces murs du studio. « Maman, s'il te plaît, ouvre. On peut arranger ça. Tu ne peux pas nous laisser dehors comme des animaux. » Leur voix tremblait. Non d'amour, mais de pure panique. La terreur de perdre le confort, de devoir affronter un monde qui ne plierait plus pour eux. Je restais debout dans la cuisine, respirant calmement. Je n'ai pas bougé. Je n'ai même pas jeté un coup d'œil à la porte. Après un moment, les coups se transformèrent en supplications. La voix de ma belle-fille se brisa, mince et désespérée. « S'il te plaît, on fera tout. On ne peut pas vivre comme ça. Pense à ton petit-fils. » Un rire sec et amer faillit m'échapper, mais je le ravalais. Je ne leur manquais que maintenant que j'avais dit non. Finalement, leurs pleurs se transformèrent en sanglots épuisés. Puis en silence, j'entendis leurs pas s'éloigner dans le couloir. Je les imaginais revenir en traînant les pieds à leur chambre de motel louée, la tête basse, les yeux fuyant chaque regard des voisins, car les voisins avaient commencé à parler. La nouvelle s'était vite répandue, après l'avis d'expulsion. Les mêmes voisins qui leur faisaient signe poliment depuis leurs allées chuchotaient maintenant derrière les clôtures. J'entendis Madame Dubois à l'épicerie du coin, sa voix sèche et incrédule. Après tout ce qu'elle a fait pour eux, ils l'ont jetée comme un vieux tapis et ont cru s'en tirer. Un autre voisin secoua la tête, ajoutant « On ne peut pas traiter les gens comme ça et s'attendre à n'avoir aucune conséquence. » L'ironie ne m'échappa pas. Toutes seules ces années passées à me rapetisser pour maintenir la paix, à me plier pour éviter l'embarras. Et maintenant, mon silence était parti. Mon histoire était forte, résonnant dans chaque rue de ce quartier. Ils étaient seuls maintenant, vraiment seuls. Plus tard ce jour-là, j'ai bloqué leurs 2 numéros. J'ai supprimé les messages vocaux sans les écouter. J'ai fermé chaque porte par laquelle ils pourraient tenter de se glisser, chaque fenêtre qu'ils pourraient essayer de forcer. En m'asseyant avec ma tasse de thé et en dépliant ma courte pointe à nouveau, je sentis la dernière pièce s'emboîter en moi. Je ne les haïssais pas. Cela signifierait encore qu'ils occupaient une place dans mon cœur. Non, je ne ressentais plus rien du tout. Un vide doux et propre qui était plus paisible que n'importe quel faux dîner de famille ou sourire forcé de vacances. Dehors, la ville continuait sa vie, indifférente et vivante. Et pour la première fois, moi aussi. J'ai passé les semaines suivantes à transformer mon minuscule studio en quelque chose qui me ressemblait enfin, le décorant avec une joie tranquille. Un après-midi, en arrosant un petit pot d'herbe,
sur le rebord de ma fenêtre, j'ai regardé la lueur de la ville et n'ai ressenti aucune douleur de perte pour cette grande maison de banlieue. Juste le battement doux et régulier d'une vie pleinement, véritablement la mienne. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un témoignage de la façon dont la liberté fleurit lorsque l'on se choisit enfin soi-même. Avez-vous déjà vécu un moment où dire « non » était le « oui » le plus puissant que vous pouviez donner à votre propre vie? Partagez vos pensées et vos histoires ci-dessous, car votre voix compte. Et si cela a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de récits de force tranquille et de triomphe